Il y a certains films qui te laissent une sensation étrange quand tu sors de la salle et qui te disent « Mais qu'est-ce que je viens de voir, bordel ?» Bon Dieu, il faut que je revoie ça, tout de suite, maintenant. Alors ce genre de film peut laisser sur le côté beaucoup de gens qui auraient aimé comprendre le film du premier coup, mais le cinéma, c'est pas si simple. Parfois un film, tu dois le process, c'est-à-dire que tu dois y penser après et te dire, en faisant la vaisselle par exemple, « Oui, non mais là, alors, ah oui, ah ça parlait de ça, ah d'accord ». Bref, t'as compris l'idée, c'est un film qui est pas super facile d'accès, mais on va en parler. Beau is Afraid est donc un film de Ari Aster, un réalisateur qui a fait les films Hérédité et Midsommar. Midsommar, j'en ai parlé sur la chaîne, Hérédité, j'en parlerai plus tard parce qu'il y a beaucoup de choses à dire aussi. Ce sont deux films d'horreur qui ont extrêmement bien marché, qui sont des films estampillés A24, donc tu connais les films un peu hipster, avec une très belle photographie et tout. Donc le mec est un petit génie du cinéma d'horreur. En deux films, tout le monde s'est dit « Waouh !» c'est lui le patron, c'est lui le patron. Et donc quand il revient avec un troisième film qui n'est pas vraiment un film d'horreur, mais quand même, qui dure 3 heures, les gens se sont dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Donc beaucoup de gens ont été mitigés, mais beaucoup de gens l'ont adoré aussi. C'est un peu le problème avec ce genre de film, c'est que soit tu aimes, soit tu détestes. Je fais partie de ceux qui ont adoré, et donc du coup j'ai plein de choses à en dire. Donc je suis allé le voir avec des potes qui n'ont pas trop l'habitude de ce genre de cinéma en salle. 3 heures de film what the fuck où ils comprennent pas trop, ça les a complètement laissés sur le carreau. Ils ont pas détesté, mais à la fin ils étaient là, mais qu'est-ce que je viens de voir encore une fois? Donc le film est sorti début 2023, donc ça fait presque 2 ans que je suis là en train d'y penser, le film me hante et je me suis dit bon, il faut que j'en fasse une vidéo, il faut que j'en parle, il faut que je le regarde une deuxième fois. Donc je vais sur YouTube, sur la Primetime Channel de Filmo et je me remate Beau is Afraid. Tu connais pas Filmo? Laisse-moi t'en toucher 2 mots, c'est eux qui sponsorisent cette vidéo et je les en remercie. Filmo est la seule plateforme de streaming française sur YouTube, c'est tout nouveau, ça vient d'arriver. Il y a vraiment un catalogue énorme de plus de 1000 films, il y a vraiment de tout, il y a du film d'horreur, il y a du film français, il y a du film de genre, il y a du film indépendant, il y a vraiment énormément de choix. Et j'en profite pour vous conseiller quelques films dispo sur la plateforme qui selon moi sont vraiment très très cool. Donc The Pool, imagine t'es bloqué avec un crocodile dans une piscine. Alors Steppenwolf, imagine tu dois retrouver ta fille, mais c'est un psychopathe qui t'aide. Possession avec Isabelle Adjani, imagine t'es possédé par Culu. Malveillance, film espagnol formidable, imagine ton concierge, il vient et il sent tes culottes dans ton appartement. Non. Chromosome 3, un film cauchemar de Cronenberg aussi sur la maternité, donc c'est raccord. Et Enter the Void, c'est POV, t'es mort, réalisé par Gaspard Noé. Donc il y a un essai gratuit de 14 jours, tu peux te désabonner quand tu veux, donc voilà, il n'y a pas d'excuse, tu vas voir, tu testes et après tu restes abonné parce que tu vas kiffer, point barre. Donc je vous préviendrai quand ça va partir en spoil, là pour l'instant on présente un peu le film pour te donner envie de le voir. Donc de quoi ça parle? Beau is Afraid. Difficile de donner un sous-genre au film tant il est comique avec de l'humour très noir, absurde, horreur, dramatique, social, familial, enfin voilà, il y a un petit peu tous les sous-genres, mais en tout cas il met extrêmement dans le malaise. En fait je préfère le définir comme un cauchemar éveillé, il y a ces films qui sont un petit peu des cauchemars, on sait vraiment pas si on est dans la réalité, dans la fiction, dans le rêve, dans l'onirisme, etc. Mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc on suit Beau Wasserman qui est joué par Joaquin Phoenix et qui est un homme plutôt anxieux, c'est peu de le dire. Il voit le monde comme une agression qui est source de stress permanente et il a peur de tout, d'où le titre Beau is Afraid, Beau a peur. Mais pour mieux comprendre de quoi parle le film, le mieux c'est de comprendre quelle est la quête principale de Beau. En fait, Beau doit aller rendre visite à sa mère. Tout simplement, c'est la quête principale, c'est son objectif. Il doit aller rendre visite à sa mère parce que c'est l'anniversaire de la mort de son père. Mais après une nuit un petit peu compliquée, il va se réveiller un peu tard et il va être un petit peu en retard pour prendre son avion. En plus, il va se faire voler les clés de son appartement, donc il va appeler sa mère pour lui dire « Écoute maman, je me suis fait voler les clés de mon appartement, c'est chaud, faut que je reste, c'est compliqué quoi. » Sa mère va tout simplement mal le prendre, elle va lui dire « Ouais c'est ça, ouais, les clés, ouais bien sûr, c'est ça, ouais. » Donc elle va le faire culpabiliser à mort, lui là « Mais si, on va vraiment voler mes clés », ce qui est vrai, hein, en vrai c'est ce qu'on voit, on lui a vraiment volé ses clés. Et puis elle lui raccroche au nez et lui il est deg et puis il se dit bon bah je vais aller quand même aller la voir, si elle est vraiment deg j'y vais quoi. Donc son aventure va commencer ici, il va prendre ses médicaments parce qu'il est sous traitement et au début il y a une scène où il voit son psy. Bon bah ça va mal se passer, c'est une succession de scènes hyper anxiogènes où Beau va tout simplement galérer à atteindre l'objectif, à savoir aller voir sa mère. On va très vite comprendre qu'on est dans la tête de Beau parce que tout est anxiogène vraiment à un point inimaginable, tout est agression et c'est vraiment un peu extravagant. Les décors, les gens sont fous, la musique, tout est complètement anxiogène pour ce pauvre Beau. Et donc on est dans un délire paranoïaque, hyper stressant, on se croirait dans ce GTA quoi, c'est tellement what the fuck partout, tout le temps. Et maintenant on va faire un petit portrait de Beau pour comprendre un petit peu mieux qui est le personnage. Dis-moi ce que je dois faire.
Donc Beau, c'est un homme blanc d'une cinquantaine d'années qui fait vraiment son âge, hein. Il a la petite calvache qui va bien, il est marqué par le temps, on voit qu'il est pas bien, il est pas bien, quoi. Il se prend pas soin de lui, on sent qu'il est pas bien dans sa peau, il a quelques cheveux blancs, enfin il est fatigué, quoi. On se moque pas des cheveux blancs, attention, c'est très joli les cheveux blancs parfois, hein. Donc Beau, on sent qu'il est un gars qui s'excuse d'exister presque, voilà, il est là, il est tout renfermé sur lui-même, il a un body language, il a un langage corporel, je suis bilingue, très enfantin, et voilà, il est là comme ça, oh, pardon d'exister, pardon. Alors après, malgré tout ça, malgré ce côté très anxiogène, c'est un personnage qui donne envie de l'aimer, quoi. Impossible de détester Beau, il est doux, il est attachant, enfin voilà, il est là, il est juste pas armé pour combattre tout ce qu'il y a devant lui. Donc du coup, bah, ça résonne en chacun de nous un petit peu ce truc d'anxiété sociale. Après, il faut pas oublier qu'il est sous médicaments, qu'il est sous traitement et que donc son côté de tension est expliqué peut-être par les effets secondaires de celui-ci. Alors on est tous forgés par notre passé, voilà, nous sommes un petit peu ce que nos parents ont fait de nous quelque part, les traumatismes liés à la parentalité. Bon, je vais pas faire de la psychologie de comptoir, mais bon voilà. Mais il faut parler du passé de Beau. Et le passé de Beau, c'est sa mère, surtout Mona, qui est une femme extrêmement toxique, comme elle nous les est présentée, et qui le fait culpabiliser énormément. Mais elle n'est pas que ça. Le côté culpabilisateur, moralisateur, manipulatrice de la mère de Beau ont fait ce qu'il est aujourd'hui, donc un homme qui n'arrive pas à s'émanciper, un homme qui n'arrive pas à gérer ses émotions, et donc un homme qui est dans la souffrance. Et donc malgré cette souffrance, on peut voir dans le regard du personnage de Joaquin Phoenix quand même quelque chose de très touchant. On sent qu'il a quand même besoin d'amour, et qu'il a besoin de la reconnaissance de sa mère. C'est sur ça que repose tout le film. Donc là, on a posé les bases, vous connaissez à peu près de quoi il retourne. Si vous n'avez pas vu le film, maintenant ça va spoiler, je suis obligé parce que je vais rentrer en détail sur toutes les parties du film pour essayer d'appuyer un petit peu ma théorie. Donc c'est une théorie qui n'engage que moi évidemment, le film peut être interprété de multiples façons. Ça, c'est celle que j'ai choisie moi. Je serais curieux de connaître votre théorie si vous en avez une dans les commentaires. C'est parti pour du délire. De la souffrance et de la haine. Donc pour moi, Beau a tué sa mère vraiment, il l'a vraiment assassinée, en l'étranglant probablement, et il se retrouve dans un institut psychiatrique en attendant son jugement. Des chaînes! Maintenant tu comprends. Elles ont toujours été à tes pieds. Nous suivons alors ses pensées sous médicaments et il est en train d'écrire un petit journal et donc parfois on connaît ses pensées. Donc c'est un moment introspectif pour Beau qui se remémore un petit peu son passé. Donc en fait, il faut vraiment imaginer qu'il est dans un asile psychiatrique en ce moment et qu'on est dans sa tête. Et donc on va analyser tous les détails du film qui vont dans le sens de cette théorie, qui j'espère vous plaira bien sûr. Il s'aperçut que les détails de l'intrigue étaient incroyablement identiques aux événements qui avaient marqué sa vie. Le premier tiers du film nous montre Beau chez lui dans son appartement suite à une consultation chez le psy. Donc celui-ci note sur un papier qu'il est coupable. Alors coupable de quoi? On ne sait pas pour le moment. Le film le présente comme coupable de ne pas aimer sa mère correctement, notamment à la fin du film lors du procès. Et là encore, on y reviendra tout à l'heure. Donc on le suit dans cet appartement qui en fait est un local de réhabilitation, un petit peu un centre de rehab pour les gens qui auraient trop abusé de produits qui sont à la mère en fait, parce que la mère tient un espèce de centre pharmaceutique qui fournit des produits un petit peu en tout genre contre l'anxiété, qui sont là pour protéger du monde extérieur, des agressions du monde extérieur. Et donc certaines personnes ont trop abusé de ces produits, notamment Beau qui est sur la plupart des affiches publicitaires des produits de la mère. Donc on peut estimer que Beau a été un cobaye pour sa mère et qu'il a pris des produits et qu'il en a peut-être même abusé et il se retrouve dans ce centre de rehab. Alors est-ce que cet endroit existe vraiment? Peut-être, peut-être pas. En tout cas, on peut aussi l'imaginer comme étant le vrai centre de réhabilitation dans lequel Beau se trouve actuellement. Peut-être qu'il a vraiment pris trop de produits et qu'il est vraiment dans un centre de rehab qui n'est pas similaire à celui-ci, mais pas loin quoi. D'ailleurs, dans le couloir de son immeuble, en plus des dessins de Tub qui sont dessinés par Ari Aster lui-même, on peut voir des textes. Et dans ces textes, il y en a un qui dit But perhaps I'm mistaken as such, I will be looking deep into everything. Ainsi que You intentionally kept information with regards to budgetary. Ce qui peut vouloir dire tout simplement qu'il est en introspection et qu'il est en train d'écrire un journal. Donc chez lui, tout est estampillé MW, donc Mona Wisserman, qui est le nom de sa mère, donc c'est la boîte de sa mère. Du micro-ondes à la bouffe, tout. C'est-à-dire qu'on sait qu'on est dans un truc de rehab qui est vraiment à sa mère, très probablement, qui est multimillionnaire, quoi. Une entrepreneuse à succès, finalement. Peut-être aussi c'est un souvenir de son adolescence, et que vu qu'il est en introspection, on voit dans certaines affiches que ça parle de dépression, et on peut imaginer qu'avec une mère pareille, il était en dépression, et donc du coup, il a pris de la drogue, et du coup, il s'est retrouvé ici, quoi. Donc ensuite, dans le film, donc, il a tout ce délire, machin, il se fait percuté par une voiture et se retrouve chez
deux personnes qui sont Grace et Roger. C'est un bracelet de surveillance médicale. Grace qui est jouée par Holly dans The Office. Si vous avez vu The Office, moi c'est un personnage que j'adore qui est amoureux de Scofield. C'est ça, Michael Scott. Michael Scott. Scofield, c'est dans Prison Break. Ma meuf regarde Prison Break en ce moment du coup. Et donc cette actrice est formidable, elle est très très douce. On a envie de l'aimer quoi. Donc on est chez Grace et Roger qui sont une famille de 4 personnes, mais ils avaient, en fait bon c'est compliqué, ils avaient un enfant qui est décédé à la guerre, donc ils n'arrêtent pas de penser à lui, il y a des photos de lui partout, il garde sa chambre en état nickel, et il y a donc la fille qui est une adolescente complètement dépressive qui est sous cacheton, toute la famille est sous cacheton. On verra plus tard, mais en fait, il travaille dans la boîte de Mona. Et donc, il y a un des copains de régiment de Nathan, qui est le fils décédé, qui était lui aussi à la guerre, mais qui a rendu complètement fou, qui est joué par Denis Minochet, qui est grand, baraqué et tout, et qui vit dans une caravane dans le jardin. Et il s'appelle Jeeves. Donc dans ma théorie, ce moment-là est un moment où il regagne sa chambre personnelle. Et avant, il était plus dans une espèce de lieu commun avec tous les gens de la RIAB, donc tous les patients. Donc là, on est dans un moment hyper cocooning, il est dans sa chambre, il est un petit peu plus tranquille, il est dans son lit, on peut voir même qu'il a son pyjama à son nom, alors que s'il arrive dans une famille nouvelle, je vois pas pourquoi il aurait un pyjama à son nom. Alors que s'il est vraiment en RIAB, bon bah là ça fait sens. Il reçoit la visite de Grace qui vient un petit peu lui dire ça va aller, ça va aller, ça va aller, qui est pour moi l'infirmière du centre de RIAB. Et il y a aussi Roger qui vient qui fait ah mais ça va aller, qui fait en fait sa tournée un petit peu des patients et qui serait le médecin généraliste du centre de RIAB. D'ailleurs il est défini comme étant un chirurgien en tant que personnage réel dans le rôle de Roger quoi. Donc Beau il a un bracelet électronique, donc on pourrait penser que dans le centre de RIAB il a peut-être déjà essayé de s'enfuir et c'est pourquoi il pense à ce bracelet électronique. Ou alors, encore mieux, il est en période de jugement, vu qu'il va être jugé, il a peut-être un bracelet parce qu'il a un truc à domicile, donc peut-être qu'il est même pas dans le centre de RIAB, mais peut-être qu'il est à domicile, ou le centre de RIAB, et il doit pas trop s'éloigner du centre de RIAB. Voilà, il y a quelque chose comme ça quand même qui montre en tout cas qu'il est prisonnier, qu'il est en attente d'être jugé. Il voit donc Roger et Grace un peu comme la famille américaine idéale, très, très catho, qui font des prières avant de manger et tout. C'est peut-être sa vision à lui d'une famille parfaite, comme il aimerait avoir, et c'est quelque chose qui le réconforte un petit peu, vu qu'il n'a pas eu de père visiblement, et il a une mère castratrice et manipulatrice, donc c'est un petit peu une vision rêvée et fantasmée. La jeune adolescente Tony, je pense, est en fait une meuf qu'il y a dans son centre de RIAB, avec qui il côtoie, voilà, et qui elle est aussi comme lui une droguée, et qui fait des rechutes, et donc qui le pousse à reconsommer et tout. Et en plus, comme il est sous vidéosurveillance dans la maison, je pense qu'il est aussi sous vidéosurveillance dans son centre de RIAB, et c'est pour ça que les deux se chevauchent quoi. Vous me suivez? Vous êtes avec moi pour l'instant? Parce que j'ai pas fini. Alors pour le personnage de Jeeves, je sais pas trop où camper, je sais pas si c'est une allégorie de sa masculinité ou un petit peu de sa force de combattre, ou si c'est juste un des gorilles, un des gardes de sécurité du centre de RIAB, parce que vous savez, il y a toujours des gars hyper musclés qui sont là pour intervenir en cas de débordement chez les patients quand ils délirent ou j'en sais rien, tu vois. En plus, juste après, on le voit passer un appel à son médecin qui lui dit allô docteur, il lui dit mais je suis pas ton docteur, je suis avocat. Et là on se dit waouh, ok, donc là il y a un problème, il y a une histoire de jugement qui est latente, on est d'accord. Ensuite, il voit un personnage dans la forêt qui semble être son père, on l'apprendra un petit peu plus tard, ça pourrait être quelqu'un qui vient le visiter, on le voit à travers une fenêtre, tu sais, il regarde à travers la fenêtre, vraiment comme si c'était dans un centre et quelqu'un venait le visiter. Puis il voit Elaine qui était un de ses crushs d'enfance, il la voit sur l'ordinateur, il gerbe, bon. Et après, il part avec Tony. Tony qui va, encore une fois, lui dire « Allez, vas-y, fume !» et qui le pousse à reprendre de la drogue. Donc ça, vous voyez, on a encore le parallèle de sa collègue d'Asie, là, je mets des guillemets, de centre de RIAB, qui est un petit diable qui lui dit « écoute, reprends de la drogue un petit peu. » quoi. D'ailleurs, après, elle va lui dire « Vas-y, reprends de la peinture, prends de la peinture. » Là, tu sniffes la peinture pour te droguer, et puis elle va carrément faire une overdose. C'est vraiment l'overdose de trucs, et elle crève. Quoi. Donc il y aura peut-être sa collègue de RIAB qui va mourir suite à une overdose. Quoi. Tu vois, c'est peut-être un vrai truc qui s'est passé pour lui. Et entre-temps, donc, il a eu un flashback sur une croisière avec sa mère quand il était plus jeune, et là où il a rencontré Elaine, avec qui il a tissé des liens et avec qui il a promis un petit peu de s'attendre et de se revoir plus tard, parce qu'à un moment elle se fait enlever, bon bref, il y a vraiment cette promesse qui est faite, on se reverra plus tard. Donc il s'enfuit de la maison de la famille Cato, il court, il est poursuivi par Jeeves, et là il se prend une énorme branche dans la gueule, et pam, blackout, et il se réveille dans la forêt. Donc là moi je pense qu'à ce moment-là, en fait il a pris un énorme shoot, parce que, un shoot de morphine pour se calmer, parce que genre des médecins du centre de RIAB dans lequel il est vraiment, attention, et c'est pour ça qu'il se réveille défoncé dans un truc un peu vert, voilà, parce qu'il est tout smooth. Donc là c'est vraiment le moment de calme après la tempête, parce qu'il a reçu une dose de médicaments pour se calmer. Donc à ce moment-là, peut-être qu'il est placé dans une cellule à part pour se calmer, ou dans un groupe commun
un groupe de parole ou quelque chose comme ça, qui serait d'ailleurs beaucoup plus propice vu qu'il y a plein de gens qui sont en train de discuter, tout le monde est bienveillant, il se fait accueillir par une figure hyper bienveillante, encore une fois, une femme enceinte qui lui dit ça va aller, ça va aller, ça va aller, un peu comme si c'était une thérapeute qui l'accompagnait. Et là, la pièce de théâtre commence. On aime bien casser les frontières entre le public et les comédiens. Donc de manière générale, cette partie-là est la partie qui plaît le moins dans le film, d'après ce que j'ai pu voir dans les commentaires. Moi, c'est une partie que je trouve très jolie, déjà graphiquement, et hyper intéressante. C'est le moment, en fait, où on est le plus dans la métaphore, dans l'allégorie, dans l'onirisme, dans quelque chose de... Voilà, on n'est pas vraiment dans quelque chose de narrativement basique, évidemment. On est dans du rêve, ou dans du cauchemar, selon. Donc la pièce parle de paternité, de la mort des parents et tout ça, et de l'émancipation de Beau. Il coupe littéralement ses chaînes avec une hache pour s'émanciper. Donc là, c'est un peu son rêve. C'est un rêve, c'est ce que Beau aimerait vraiment avoir, et il est accompagné par une voix off. La voix off qui est la voix d'une thérapeute, clairement, qui lui dit un peu ce à quoi il pourrait aspirer. Cette partie, graphiquement, est magnifique. On a des tableaux, on a des couleurs, des trucs très pastels, des trucs avec du grain, des peintures, des animations. Tout ça fait comme une pièce de théâtre animée, mais en 3D, en profondeur, et puis dans laquelle on peut évoluer vraiment. C'est formidable. D'ailleurs, on pourrait même penser que la voix off pourrait être une hypnothérapeute, avec cette voix un petit peu lancinante qui dit tu vas faire comme ça, tu vas faire comme ça. Bon, c'est pas François Mitterrand non plus, calmons-nous. Donc elle lui raconte quelle pourrait être sa vie future, avoir des enfants, avoir une maison qu'il construirait lui-même, avoir des terres, pouvoir cultiver ses terres, etc., etc. Et même avoir une chérie qui comprendrait qui il est vraiment, avoir des nouveaux amis, et surtout ne plus avoir sa mère dans les parages. Ça, c'est important. Mais ce doux rêve va finir plutôt mal parce qu'il va comprendre qu'au final, il a tué quelqu'un, qu'il va finir en prison, et que des gens vont le blâmer pour ça parce qu'il a tué quelqu'un d'important pour plein de gens, parce que c'est une chef d'entreprise qui a l'air d'être appréciée de tout un tas d'employés, donc boulette quoi. Donc dans ce rêve, il se retrouve vieux et se rend compte qu'il est passé à côté de sa vie. Il a 3 enfants dans ce rêve qu'il n'a jamais eu, et il leur dit je suis désolé, je suis passé à côté de tout, je vous ai cherché toute ma vie, et voilà. Et puis voilà. Donc voilà, il est passé à côté de sa vie à cause de sa mère. Et là, un homme vient le voir et lui dit qu'il a connu son père, juste qu'il devait des dettes à sa mère, tout ça, et qu'il l'a changé. Donc on n'en sait pas beaucoup plus, mais cet homme ressemble étrangement à la photo du début par rapport au grand nez qu'il a. Donc c'est peut-être probablement son père. Lui en tout cas pense que c'est son père, mais c'est difficile de savoir. Donc là on peut imaginer que y a cette personne qui vient le visiter dans le centre, mais que comme il est shooté à fond, il ne le reconnaît pas vraiment, et que son père est un peu déçu parce qu'il y a ce moment où il fait mais tu ne me reconnais pas. Tu ne me reconnais pas. L'autre il est là, il est complètement... Puis bon, je pense que c'est ce lien-là. C'est le père qui vient vraiment le visiter dans la vraie vie. Donc là, dans la tête de Beau, on repart vers Wasserton. Donc Wasser, c'est le nom Wasserman. Et Ton, ça fait town. Donc Wassertown, donc c'est un peu la ville des Wasser. Donc il s'imagine que c'est la ville de sa mère. Donc est-ce qu'il y va vraiment? Moi, je pense qu'il y va vraiment, en fait, avant d'être jugé. Mais bien sûr, tout ça est une vision encore où il se rappelle. Je pense qu'il y est allé vraiment, mais qu'il se rappelle, tout simplement. Et donc là, on va assister aux funérailles de Mona. Donc lui, il croit que sa mère est décédée, il arrive sur place, mais les funérailles sont terminées, ils lui disent bon les gars c'est trop tard. Il arrive dans la maison et puis il voit un corps décapité parce que sa mère s'est soi-disant pris un lustre dans la gueule, ce qui est quand même un petit peu exagéré. D'ailleurs il y a écrit c'est ici que Mona s'est pris le lustre dans la gueule, ce qui est complètement con et comique. Et donc là il y a un audio commémoratif pour sa mère. En plus d'avoir un corps décapité qui est soi-disant celui de sa mère, mais bon, bref, ça on passe sur autre chose. Donc il est là, il est complètement traumatisé. T'imagines, tu vois le corps de ta mère décapité comme ça qui attend. Pas cool. Et donc il y a un audio commémoratif qui lui rappelle un petit peu tout ce qu'a fait sa mère dans sa vie. Et donc là, il voit même une timeline sur le mur avec des photos de publicité correspondant à l'entreprise de sa mère. On y verra aussi des dates de naissance, donc la date de naissance de Beau, la date de naissance de son père, de mort, de la date de naissance de sa mère et sa mort. Et si on regarde les dates de naissance qui correspondent, en fait, Beau, il est resté jusqu'à 10 mois dans le ventre de sa mère, ce qui rajoute encore plus le côté couvade de sa mère. Je sais pas si c'est couvade le mot, mais t'as compris quoi. Donc on voit les photos de lui sur les publicités, les photos sur la dépression, les photos sur l'acné, des photos sur les plats préparés qu'on voit aussi dans son appartement au début parce qu'elle fait des plats préparés instantanés. Toute une publicité autour de WM, l'entreprise de sa mère, et on arrive à un moment sur la grande photo en mosaïque qui, assemblées, font le visage de sa mère, mais à l'intérieur ce sont tout plein de petites photos de ses employés. Et dans ses employés, on retrouve Roger
et Elaine, normalement juste dans un petit encart. Alors on n'imagine pas les autres employés, mais on voit qu'il y a des personnages qu'on a déjà vus dans la mémoire de Beau et qui sont en fait des employés. Donc on peut se dire que ce sont en fait vraiment des employés de l'institut de Rehab. Donc après il se rappelle de Elaine, il la revoit vraiment, elle est là physiquement, peut-être elle est venue à l'enterrement de sa mère. Et là donc là c'est super émouvant parce que il l'a pas revue depuis son enfance. Donc là il voit qu'ils ont changé tous les deux. Donc lui il a pris un sacré coup quand même, un sacré coup de pelle. Et ils se voient, ils s'embrassent, ils se retrouvent, ils sont contents et ils font l'amour. Donc Beau fait pour la première fois l'amour avec une femme et il a peur de mourir parce que sa mère lui a dit que c'était héréditaire et que il allait très probablement mourir comme son père, comme son grand-père, son arrière-grand-père et tout au moment où il allait jouir quoi. T'imagines l'angoisse, ta mère te dit que si tu as un rapport sexuel, tu peux mourir et que c'est génétique et que c'est hyper douloureux et tout. Donc évidemment, lui, il redoute ce moment et donc il ne l'a pas fait jusqu'à maintenant, t'imagines. Donc c'est pour ça aussi, il y a un moment très marrant. On voit ses testicules qui sont énormes. Voilà. D'ailleurs, quand il jouit, il la remplit un peu trop, il casse la capote. Bon, bref. Cauchemar. Donc Elaine décède, c'est pas lui qui décède, c'est elle qui décède, elle se retrouve toute figée, donc elle a les yeux rouges et tout, c'est hyper flippant. Sa mère était là, en fait elle regardait tout. Donc les employés de maison ressortent le corps figé comme ça de Elaine et sa mère lui dit écoute j'ai tout vu, moi je suis morte et toi tu baises, c'est ça. Moi je suis morte, toi tu te tapes en plus dans mon lit. Non mais tu t'imagines le complexe d'Oedipe là? Donc sa mère lui explique que sa mort était en fait orchestrée par elle-même. Puis en fait elle lui dit bon ben voilà, je voulais que tu t'occupes un petit peu de moi, que tu bouges ton cul et que tu viennes jusqu'à moi pour me dire en fait que tu m'aimes. Moi tout ce que je veux c'est de l'amour. Voilà. Donc en fait sa mère est quand même un petit peu maladroite. Quand on veut de l'amour, on fait pas semblant d'être morte. Alors pour ce qui est de ma théorie, moi je pense que sa mère a peut-être vraiment simulé sa mort, a fait croire à Beau qu'elle était morte dans un moment où il était en rehab pour qu'il arrête de rechuter dans la drogue. Alors c'est un peu fucked up, certes, mais pourquoi pas? D'ailleurs, on peut voir vraiment que Beau, à ce moment du film, il a tellement de cicatrices. Alors c'est parce qu'il est passé à travers des fenêtres dans sa tête, mais quand on prend de la drogue aussi, il y a la peau qui s'abîme et tout, donc peut-être que c'est dû à ça, c'est les symptômes de son addiction à la drogue. Donc là après il y a la scène où il va tuer sa mère, il va l'étrangler, elle après elle va en décéder, et là je pense qu'il est sur un souvenir vraiment vague du moment du meurtre. D'ailleurs sa mère lui rappelle on est sur un souvenir mon pote, là c'est ta mémoire, quand elle l'envoie au grenier. That wasn't a dream. That was a memory. Le grenier, c'est vraiment le symbole de la mémoire et de ce qui se passe au cerveau, les souvenirs enfouis, tout ça, donc le grenier quoi finalement. Et là dans le grenier, il se voit lui-même, alors je sais pas si c'est lui-même qui se voit ou son frère, parce qu'on dirait qu'il a un frère, mais en tout cas il lui ressemble étrangement, et puis il a les habits de ses souvenirs de quand il était dans la baignoire. D'ailleurs dans la baignoire, il y a vraiment ce truc, il y a un truc qui s'est passé dans la baignoire, parce qu'on peut voir dans l'appartement au début qu'il est dans la baignoire, donc là on peut même imaginer qu'il a fait une tentative de suicide dans cette baignoire, tellement c'était anxiogène et tout, parce que ça lui rappelle un traumatisme de son enfance. Bref, il se voit dans le grenier enchaîné avec une barbe et tout. Donc là, on peut imaginer que c'est son enfance qui a été emprisonnée et que voilà, il a été victime un petit peu de sa mère qui l'a mis de côté pendant beaucoup d'années, peut-être parce qu'elle était une femme entrepreneuse et qu'elle a passé peu de temps avec son fils, peut-être. Et un moment super important aussi, juste avant, on apprend, parce qu'on voit le psy qui débarque dans la pièce, on fait mais qu'est-ce qu'il fout là? Et en fait, il lui passe les bandes audio de ses séances de psy qui sont censées bien évidemment rester privées. Et c'est horrible, en fait, c'est horrible. T'imagines, ta mère en fait écoute depuis le début tout ce que tu confesses à ton psy, c'est complètement fucked up quoi. Donc là, je pense que c'est ça aussi qui le fait vriller, il n'a aucune intimité et il passe à l'acte. Et donc quand il est dans le grenier, on a le monstre bite, le fameux monstre bite. Quand je l'ai vu la première fois, je fais mais qu'est-ce qui se passe, quelles sont les métaphores, quels sont les symboles, parce que fatalement il y a quelque chose, le symbole phallique, le truc freudien et tout, il y a fatalement quelque chose. Donc voici ma théorie sur ça. Alors pour moi c'est le symbole de la castration pure et dure, parce que le sexe est vu comme un monstre, c'est-à-dire qu'il ne peut pas utiliser son sexe parce que pour lui c'est mal et il sait qu'il va en mourir, donc il voit ça comme quelque chose de monstrueux et de dégoûtant. Et d'ailleurs Jeeves, qui est un peu sa masculinité, qui vient et qui lui met des coups de surin dans les couilles pour lui dire en gros c'est fini, arrête, pam, tu ne pourras rien faire, même si tu veux te battre avec ce côté, si c'est pas sa masculinité et que c'est le côté révolté de Beau qui veut s'en sortir, qui lui dit en fait non, juste il n'y a pas de retour en arrière, c'est fini plutôt pour toi mon pote, la castration elle est définitive, jamais tu auras une vie sexuelle normale quoi, ou une vie amoureuse normale même. Et donc suite au meurtre, suite à tout ça, suite à ce moment hyper traumatisant, le traumatisme est complètement à son paroxysme à ce moment du film, Beau sort de la maison avec une tête de mec traumatisé, et je trouvais que cette scène était incroyable. Moi, elle m'a aussi fait beaucoup d'effets, je pense que c'est la scène qui m'a le plus marqué, c'est la tête de Joaquin Phoenix, la tête de Beau, dans ce moment où il va après au lac, il est terrorisé, le visage figé, terrorisé. Et donc là, il va au lac, il prend le petit bateau et let's go pour la scène finale du tribunal.
Donc il prend son bateau et il navigue vers le tribunal. Il passe à travers une grotte qui pourrait être vue comme une allégorie de la caverne de Platon. Où en gros le concept très brièvement c'est tu crois voir la vérité de quelque chose, mais en fait tu n'es pas placé sous le bon angle et tu n'as pas l'entièreté des informations et ce n'est pas la vraie vérité, elle est voilée par d'autres choses. C'est-à-dire que Bo croit connaître la vérité, ou les gens même croient connaître la vérité dans le tribunal, et en fait ils ne connaissent pas tout, ils n'ont pas toute la vision, ils n'ont pas la vraie vision de Bo qui a été traumatisé vraiment par sa mère, et ils n'ont que le côté de sa mère qui est d'ailleurs placée hyper haut, elle est vraiment au centre, on sent qu'elle a le pouvoir sur Bo, et que tout est joué déjà. D'ailleurs même le gars qui veut le défendre se fait jeter dans l'eau et contre une pierre il décède. C'est encore une fois très grotesque, mais ça montre en gros qu'il n'a aucune chance au tribunal face au poids de sa mère. Un drogué, mec complètement buté par la vie, buté par sa mère, n'a aucune chance au tribunal. Et il est donc coupable, c'est annoncé dès le début du film, et d'ailleurs la fin, l'issue était déjà écrite dans le début du film, il connaît déjà l'issue, il sait très bien, il se leurre pas malgré tout, il se leurre pas sur l'issue fatale, il a tué sa mère, il sait que bon c'est foutu pour lui. On le voit dans le début où on voit dans une des premières scènes un gamin qui joue avec un bateau et le bateau se retourne comme à la fin, donc il sait que il va couler et qu'il va être attiré dans les méandres de l'enfer, à savoir aller en prison tout simplement, voire même être exécuté. Il y a le côté public où il y a tout le monde qui regarde, et parfois il y a des exécutions qui se font en public, alors peut-être plus maintenant, mais il y a peut-être ce côté-là, quoi. Et d'ailleurs, toute l'ironie du truc, c'est que sa mère le pleure à la fin, on l'entend qui dit mon bébé, ouais, mais meuf, c'est trop tard, quoi. On sait pas si, donc à la fin, par rapport au tribunal, si la mère est morte ou s'il a essayé de l'assassiner juste, parce qu'on voit quand même que quand il l'étrangle, elle s'en sort, puis elle retombe. Donc peut-être juste qu'il a assassiné l'amour de la mère, voilà, et que bon, je sais pas sur ce niveau-là si elle est vraiment morte ou pas, mais il y a peut-être eu juste tentative de meurtre, et ce qui est déjà ce qui peut amener à aller en prison, tentative de meurtre quelque part. Donc voilà, c'était mon interprétation du film. Il y en a plein d'autres sur internet, mais celle-là c'est la mienne, elle est fabriquée de toutes pièces. Après il y en a peut-être qui sont d'accord avec moi, qui l'ont déjà fait avant, hein, je dis pas, mais moi c'est la mienne, et j'espère qu'elle vous aura plu. Je vais vous laisser aussi avec Adrien qui voulait donner son avis sur le film puisqu'il l'a vu. Adrien, c'est à toi. Ouais, c'était bien. Merci Adrien pour ta participation. Voilà, cette vidéo est terminée. Merci encore à Filmo d'avoir sponsorisé cette vidéo. J'en suis très honoré. Allez-y, hein, c'est gratuit et puis franchement, vous le regretterez pas. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner bien évidemment. Bisous.